Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va pas mal. Surtout qu'aujourd'hui on se retrouve pour parler encore une fois de la série Moon Knight, et en l'occurrence de l'épisode 3. Et quel épisode! C'était vraiment cool. On va pas faire durer le suspense. Perso j'ai beaucoup aimé. Je pense même que c'est mon épisode préféré pour l'instant. Il se passe beaucoup de choses, on en apprend pas mal dans l'épisode. Donc voilà, on va en parler. En fait, pour la petite anecdote, c'est la deuxième fois que j'enregistre. Je viens de faire toute la review, qui m'avait pris un bon moment. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'enregistrait pas le son. Donc il y avait que l'image et moi qui parlais dans le vide. Donc à moins de faire ça pour un public de gens qui lisent sur les lèvres, ça n'avait pas grand intérêt. Donc voilà, deuxième prise. Mais ça vaut le coup. Donc, je vais le faire par ordre chronologique en fait, tout simplement parce qu'il y a plein de choses à dire sur cet épisode, donc je pense que c'est vraiment le plus simple. Alors on commence du coup cet épisode sur Leila, qui est chez une faussaire dont on voit bien que c'est une vieille amie de la famille. Elles ont un échange entre autres sur le père de Leila. Donc en gros on va déjà développer là-dessus. Clairement, donc Leila c'est une version modifiée de Marlène. On voit que la backstory est très proche, elle a perdu son père. On voit qu'il y a des éléments troublants derrière, comme ça sera révélé plus tard. En gros, on peut deviner que c'est exactement l'histoire des comics, à la différence que cette fois, Leila ne connaît pas l'implication de Mark dans tout ça. C'est-à-dire que dans les comics, comme j'en ai déjà parlé, Mark Bushmaster et Duchamp en tant que mercenaire avait attaqué du coup cette fouille archéologique. Le but c'était de voler des objets. Par contre, que soit Duchamp ou Mark, eux ne comptaient tuer personne. Sauf que Bushmaster étant beaucoup plus violent, lui s'est mis à tuer les membres de cette expédition. Et c'est justement là où Mark est intervenu pour l'en empêcher. Ce qui l'a amené à être laissé pour mort, du coup après son face-à-face avec Bushmaster. Et c'est de là qu'il a dû être ressuscité par Khonshu et qu'il est devenu son avatar, qu'il est devenu Moon Knight. Donc là, j'ai l'impression que c'est la même chose, sauf que là où, dans les comics, Marlène était présente et est au courant de l'implication de Mark dans tout ça, là, Leila ne le sait pas. Ce qui rajoute du coup... ce qui est intéressant du coup, ce qui est pas mal trouvé de la part des scénaristes, parce que ça rajoute du coup un conflit à venir, une tension entre les deux. Donc c'est plutôt intéressant. Ce qui certainement sera résolu quand elle apprendra qu'en fait Mark a tenté d'empêcher ça et que c'est comme ça qu'il est devenu Moon Knight. Je pense d'ailleurs que ce sera le même moment où Steven apprendra aussi plus en détail ce qui s'est passé. Vu que pour l'instant, il croit toujours ce qu'il a appris dans la voiture des agents de police, du coup que lui croit que Mark est responsable de la mort de ces archéologues. Donc voilà, je pense que c'est le même moment où les deux apprendront la réalité sur tout ça. On apprend par exemple, petit easter egg, que le père de Leila l'appelait Petit Scarabée, ce qui est justement le surnom que donne le père de Marlène, lui donne dans les comics. Donc voilà, on voit que vraiment les deux personnages sont en fait le même, modifié. On en apprend un peu plus sur Leila, du coup, le fait que son activité, c'est de récupérer des objets anciens, de les remettre à leur... Elle dit que c'est pour les remettre à leur juste propriétaire. Donc je sais pas, j'imagine à des musées ou des choses comme ça. Sauf qu'on apprend plus tard qu'elle a bossé avec Anton. Et même là, dès le début, c'est dit qu'elle en garde certains pour ses frais personnels. Donc voilà, je sais pas exactement à quel point elle fait ça dans un but de préservation, à voir. On a l'intro Marvel, avec une musique assez cool d'ailleurs, musique égyptienne encore, comme à la fin de l'épisode dernier. Donc là c'est une musique de DJ Kabou, donc sur un sample qui a aussi servi à un morceau d'Alia, et encore une fois comme la semaine dernière, au morceau Big Pimpin. On voit qu'il y a quelqu'un dans la prod qui aime beaucoup ce morceau, produit par Timbaland pour Jay-Z. On retrouve ensuite Arthur, donc qui se sert du scarabée comme d'une boussole, comme l'image qu'on avait vue dans le trailer. On voit d'ailleurs les deux agents de police qui sont avec lui, en plus de tout le reste de la caravane qui l'accompagne. Donc qui sont crédités en tant que Bobby et Billy, qui sont deux personnages secondaires du run de Jeff Lemire, qui sont des gardiens de l'hôpital psychiatrique dans lequel est retenu Marc, qui s'avèrent en fait être quand on voit leur vraie apparence, ont en fait des têtes de jackal. Donc c'est rigolo, c'est marrant qu'il ait mis ces deux noms-là pour ces deux persos. Et est-ce que plus tard, d'ailleurs, sera révélé qu'en fait, ils ont une apparence cachée?
À voir. Mais du coup, est-ce que Marc le verrait pas déjà? Parce que du coup, lui, il voit ce qui est invisible. Donc bon. Mais en tout cas, c'est une référence sympa. J'ai trouvé ça marrant parce que du coup, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment que tout l'épisode soit une course-poursuite vers Louchapti Damit qu'il recherche. Et en fait, non. En fait, en fait, Arthur fait 4 pas et c'est Bob, c'est là. C'est bon, trouvez les gars. On y est. C'est réglé. Donc voilà, j'ai trouvé ça assez drôle dans la manière du coup de tromper mes attentes par rapport à ce qui allait se passer. C'était plutôt cool. On retrouve ensuite Marc dans une scène assez sympa. Donc vous voyez, les gens qui font des films Batman, c'est possible d'avoir des scènes de quelqu'un qui fait du parcours sur des toits de bâtiments. Donc voilà, c'est ce qu'on voit Marc faire justement, courir de toit en toit. Donc il arrive, voit ces hommes. Donc l'homme qui lui voulait interroger est déjà mort. Qui voulait interroger pour connaître l'emplacement de Louchapti Damit, mais il décide du coup d'interroger les 3 hommes qui l'ont tué. Et c'est intéressant, du coup, on a une bonne scène d'action qui est plutôt cool. Et en plus, là où je trouve ça intéressant, qu'il raconte aussi des choses d'un point de vue narratif. Par exemple, là, on voit qu'à un moment, Marc va frapper celui qui est au sol, sauf qu'il se rend compte que c'est quelqu'un de très jeune, et du coup décide de juste lui donner une gifle à la Will Smith. Et, euh, et ça montre que c'est quelqu'un qui, voilà, qui n'est pas non plus extrêmement violent, qui est violent s'il le faut, quand ça sert à l'intérêt, mais en même temps qui a des limites, qui va pas sans réfléchir. Il voit que ce mec a l'air tout jeune, c'est un adolescent. Donc là, tout de suite, pop, non, il se contrôle. Et voilà, il va le frapper plus tard, mais parce qu'il n'a pas le choix dans le feu de l'action. Mais sinon, on voit qu'il essaye de pas le faire, en tout cas d'être moins violent vis-à-vis de lui. Donc voilà, c'est intéressant que ça dise des choses sur le personnage dans le feu de l'action, justement. On arrive à ce moment où il a le couteau sous la gorge donc d'un des mecs. Et là, encore une fois, très intéressant. Donc jouer sur le reflet, sur la lame, pour avoir l'intervention de Steven, justement, qui va lui dire stop, arrête, non, enfin calme-toi, faut arrêter là ce qui est en train de se passer, cette violence. Et du coup, on a encore une fois une ellipse où on retrouve cette fois Marc dans un taxi, ce qui peut être très clairement vu comme un teasing pour quelque chose qui va se confirmer plus tard. Et donc il comprend par le chauffeur de taxi qu'il est en route pour l'aéroport, donc ça doit être Steven qui a pris le dessus à ce moment-là. Mais, coup de chance, on va accepter, il retombe sur les énergumènes qu'il avait rencontrés plus tôt, qui, comme par hasard, sort d'un bâtiment juste à ce moment-là quand il passe devant, parce que le Caire, c'est un peu un village, et du coup, une course-poursuite s'engage avec eux, jusqu'à ce qu'il arrive à en choper un, et il se fait assommer. Et là, on passe direct de là où il tenait le mec par le cou, à lui, une lame à l'intérieur dans un lieu complètement différent. Et voilà, clairement, ça y est, on a la confirmation qu'il y a une troisième personnalité. C'était sûr, que ce soit par la promo, par des indices dans la série, mais cette fois, c'est clair et net. Il existe une troisième personnalité qui va certainement s'avérer s'appeler Jack, comme dans les comics. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans les comics, il faut savoir que donc c'est un chauffeur de taxi qui sert à avoir ce contact avec la rue, avoir des informations qui viennent de la rue, mais c'est aussi la personnalité la plus froide, la plus capable de violence. Du coup, ça rejoint pas mal. Là-dessus, niveau adaptation, c'est cool. Parce que ça rejoint ce côté-là où Jack est celui qui a le côté le plus bestial des trois, qui est capable vraiment, qui a besoin d'être tenu sous contrôle par les deux autres, à cause de ça, qui peut faire peur aux deux autres, parce qu'il a un côté beaucoup plus violent. Donc j'ai trouvé ça bien que soit respecté par rapport à ça. Mais du coup, on voit que 2 des hommes sont déjà morts. Il reste plus que le plus jeune des 3, justement, que Marc va essayer de faire parler, mais qui va préférer se suicider. On voit du coup encore une fois à quel point le culte, voilà, à quel point ils sont vraiment pris dans ce culte d'Arthur et préfèrent se suicider que d'aller révéler quoi que ce soit qui desserve sa cause. Et donc on a un échange entre Marc et Steven, où Steven évidemment croit que c'est Marc qui a fait ça, vu que c'est pas lui qui a tué les 2 hommes. Et Marc lui dit que non, pas du tout. Donc voilà, c'est sûr, Jack va apparaître. Mais voilà, c'est cool en tout cas que ce soit dans la série. On a un échange ensuite entre Marc et Khonshu, qui du coup... en gros, Khonshu, on apprend pas mal de choses. Pareil, c'est super intéressant. Donc on apprend que Khonshu a été banni par les autres dieux. On apprend plus tard
que c'est parce qu'il a failli rendre leur existence publique, qu'il a failli faire connaître l'existence des dieux aux hommes, et que ça c'est interdit de leur côté. Mais du coup, la seule solution, c'est que pour provoquer l'intervention des dieux, une rencontre des dieux, il provoque une éclipse, donc qui est perçue par tout le monde, et le fait de faire ça, et donc encore une fois de faire quelque chose qui est vu par tous, par les hommes, et donc de risquer de rendre leur existence connue, les dieux convoquent l'Énéade, et donc ce conseil. Et enfin, c'est cool, super intéressant d'avoir ce truc qui vient du coup dans la série. Et donc un portail apparaît. Alors j'en ai vu sur Twitter qui pensaient que peut-être c'était ce portail, c'est grâce à ce même genre de portail que Marc était passé de Londres à l'Égypte. Je pense pas du tout. Justement, je pense que c'est Jack à ce moment-là qui a fait le voyage. Parce que le truc, c'est que il garde conscience pendant tout le long quand il passe le portail. Or, la manière dont ça a été montré quand il est arrivé en Égypte, il y a eu encore une fois une ellipse de perte de conscience entre les deux moments. En plus, quand on voit Marc, quand on retrouve Marc en Égypte, comme je disais la semaine dernière, il est par terre, on voit la table cassée, on voit qu'il y a eu de la violence, qu'il s'est passé des choses. Donc je pense vraiment que c'est Jack. Et ça m'intéresse vraiment de savoir quel est le rapport entre Jack. Qu'est-ce que lui pense des deux autres personnalités, à quel point il en est conscient, s'il l'est, quel est son rapport à Khonshu, parce que Khonshu doit le savoir forcément. Après, est-ce que Jack, du coup, est plus proche de Khonshu que les autres, vu que c'est quelqu'un de plus violent? Ce côté-là doit plaire à Khonshu. Donc, vraiment, il y a plein de choses qui m'intéressent de ce côté-là. Ou est-ce que Jack même n'est pas peut-être proche du projet d'Amit, de ce que veut Amit, vu que lui est quelqu'un de plus violent? Voilà, il y a plein de choses encore qui restent à découvrir. Et donc, Marc se rend à l'Énéade. Euh, il rencontre d'abord Yadi, ce qui m'a fait marrer d'ailleurs comme nom, parce que Yadi, pour moi, c'est le jeu de dés, c'est l'équivalent, c'est Yams en fait. C'est le nom du Yams en anglais. Donc, qui est l'avatar de Hathor, qui est la déesse de la musique et de l'amour. On apprend que les différents dieux sur place, en tout cas qui assistent à cette réunion, sont Horus, Isis, Tefnut, Osiris et Hathor. Donc voilà, on continue à en apprendre plus sur tout ça, c'est super cool. Donc c'est là qu'on apprend les raisons du bannissement de Khonshu. On apprend que les avatars, du coup, sont à la manière des Eternals, sont censés n'être que des observateurs et ne doivent pas agir sur les événements. Du coup, il semblerait que, parce que les hommes ont cessé de croire en eux, ils ont décidé, voilà, d'arrêter d'agir sur les affaires humaines, mais de garder quand même ses yeux sur ce qui se passe dans le monde humain. On découvre donc qu'ils vivent dans leur dimension à eux, comme dans les comics, avec Helionopolis, je crois. Ouais, ça doit être Helionopolis, qui est cette dimension à côté de la nôtre. Et en plus, dans certaines images des trailers, on voit que cette dimension a l'air de tirer sur le violet, ce qui correspond aux failles dans la réalité dans No Way Home. Du coup, voilà, ce serait une espèce de dimension voisine comme ça à la nôtre. Donc c'est assez cool que tout se rejoigne comme ça, comme le portail que crée d'ailleurs Arthur dans l'épisode 2, avec cette créature, où c'est encore une fois un portail violet. Donc voilà, tout se rejoint sur ce côté-là. Les dieux, donc on voit qu'ils prennent possession de leurs avatars pour tenir cette réunion. On voit que c'est comme une espèce de symbiose, ça se passe très facilement pour les autres. Et c'est intéressant de voir que par contre, pour Marc, lui, on voit que c'est une prise de possession qui est beaucoup moins symbiotique, où on voit qu'il y a quelque chose de beaucoup moins naturel dans la manière dont ça se passe. Donc on voit que eux s'entendent moins que les autres avatars avec leur propre dieu, comme on le voit avec Yadi au départ, qui se fait la voix de son dieu par rapport à ce qu'elle dit de Khonshu. Donc voilà, on voit qu'il y a une opposition entre Marc et son dieu, ce qui n'a pas l'air d'être le cas chez les autres. Les dieux convoquent donc Arthur, qui va réussir avec son bagou, son éloquence, à les mettre de son côté, en arguant du fait que Marc est quelqu'un qui va mal, qui a des problèmes mentaux, va mettre ça en avant, va réussir du coup à mettre tout le monde de son côté. Et du coup, la réunion ne donne rien. Marc ne va pas réussir à pousser les dieux à empêcher Arthur d'arriver au bout de sa mission, de son but. Heureusement, Yadi
va venir le voir avant qu'il parte et lui révéler qu'il existe un indice sur là où se trouve l'Ushapti d'Amit, et donc lui révèle qu'il faut qu'il trouve le sarcophage de Senfu, et il aura un moyen de trouver peut-être l'endroit où se trouve Amit. On repasse au Caire avec Mark, et parce que le Caire est un village, il tombe sur Leila. C'est bien fait. Bon, c'est un classique, c'est un trope classique, voilà. Ça, là-dessus, vraiment, on va pas leur en vouloir. Mais en tout cas, voilà, il tombe sur Leila, qui a la solution pour trouver le sarcophage de Senfu. Grâce à ses contacts, a découvert qu'en fait, il est détenu par un certain Anton Mogart, qui est donc le Midnight Man dans les comics, interprété par Gaspard Ulliel, qui, hélas, nous a quittés il y a peu suite à un accident de ski, donc c'est son dernier rôle, ce qui est assez triste. Mais du coup, donc, on apprend que c'est ce personnage qui détiendrait le sarcophage, ce qui est assez logique, ce qui est une utilisation plutôt intelligente du personnage, parce qu'effectivement, on n'a pas le Midnight Man version costumée des comics, mais il faut savoir que c'est un voleur d'œuvres d'art, justement. Donc le fait que ce soit là un riche collectionneur qui... alors peut-être qu'il en a même volé lui-même, on ne sait pas, mais en tout cas qui fait appel à d'autres pour posséder des œuvres d'art, ça fait sens. Donc c'est plutôt cool dans l'utilisation qu'ils en ont fait, je trouve ça malin. Et donc ils vont aller se rendre chez lui. On a toute une scène, avant ça, d'échange entre Leila et Mark sur cette barque. Et c'est intéressant du coup, parce qu'on voit du coup le rapport entre les personnages, et on voit que clairement Mark est encore tout à fait amoureux d'elle, et Leila aussi, sauf que on voit qu'ils commencent à se rapprocher quand elle lui dit qu'ils auraient pu résoudre ces problèmes ensemble de troubles de personnalité, qu'il aurait dû lui en parler, et on voit qu'il y a un rapprochement qui se fait, mais Mark garde le dessus, dans le sens où il se recule direct, parce que c'est pas tout le problème c'est aussi qu'il veut pas la mettre en danger, de par ses activités de Moon Knight, et de par Khonshu, qui le menace de faire d'elle son avatar si jamais ça devient nécessaire. Et donc, même si c'est à contre-cœur, on voit bien que voilà, il essaie de garder ses distances par rapport à elle pour pas risquer de la mettre en danger. Ils arrivent donc chez Anton Mogart. On a une référence où du coup on apprend que lui et Leila ont fait affaire à Madripoor. Du coup, voilà. Dans cette série qui est très éloignée du coup du MCU, là on a cette petite référence. Et donc ils vont voir ce sarcophage de Senfu, mais Leila comme Mark sont incapables de déchiffrer l'indice qui leur permettrait de savoir où se trouve l'Ushapti d'Amit, et donc sont obligés de faire appel à Steven. Ce qui amène toute une scène où Mark et Steven doivent discuter, où Mark doit réussir à convaincre Steven de les aider. Mais on a l'arrivée de Arthur, qui, encore une fois, par son bagou. Et je trouve ça intéressant, parce que du coup, là, on a un vilain qui est pas dans la violence, qui n'est pas dans les actions physiques, mais beaucoup plus dans le psychologique, un peu à ce que pouvait être celui de The Falcon, enfin, à ce que pouvait être Zemo dans Civil War, ou dans Falcon and the Winter Soldier. Mais voilà, donc il est beaucoup plus dans le psychologique, qui va manipuler ses adversaires. Et il arrive du coup à jouer sur les envies, sur les désirs de Anton, en lui promettant des réponses sur les mystères de l'Égypte, et sur les mystères de la magie, sur le fait que les légendes sont vraies. Et va aussi révéler des choses, donc ça on en parlait tout à l'heure, par rapport à Leila, sur le passé, par rapport à ce que Mark saurait sur la mort de son père. Donc ce que j'expliquais au début, tout le côté où voilà, on va apprendre que Mark est mêlé à ces événements, certainement, mais voilà, avec ce côté intéressant de cette fois, elle n'est pas au courant, contrairement aux comics. Et comme une preuve de magie vis-à-vis de Anton, il va se servir de sa canne pour détruire le sarcophage, afin de détruire l'indice qui aurait pu mener Leila et Mark jusqu'au sarcophage. Il s'en va s'en suivre une grosse scène d'action, du coup l'intervention de Moon Knight, qui est géniale, vraiment vraiment très cool.
Non, j'ai beaucoup aimé cette scène. Du coup, on a Layla de son côté qui va se battre contre le premier garde du corps qu'on a vu. J'ai beaucoup aimé l'utilisation de son bracelet, enfin de son collier ou de son pendentif, qui du coup, un peu à la manière justement du logo de Batman dans The Batman, où ils peuvent s'en servir comme des couteaux tactiques. Et là, pareil, ils peuvent s'en servir comme des armes, donc c'est assez bien trouvé. Pendant ce temps, pendant ce combat, Moon Knight qui défouraille à tout va une dizaine de gardes du corps. Arrive à intervenir Mr. Knight qui veut calmer les choses. Bon, alors c'est encore le côté fun, machin, gag. Il est bon, les gars, on se détend, c'est pas grave, on est parti sur un mauvais pied. Se fait empaler de tous les côtés. Non, reviens Marc, reviens en fait, reviens, c'est bon. Bon, c'est encore le côté comique de Mr. Knight, mais je trouve vraiment que, vu à quel point toute la série me paraît pour l'instant très bien écrite, je suis prêt à leur accorder le bénéfice du doute et à me dire qu'on va avoir le Mr. Knight efficace, beaucoup plus efficace. Voilà, j'avoue que plus j'y réfléchis, moins je leur en veux, même si je n'aime toujours pas le Mr. Knight façon Mr. Bean, voilà. Mais je comprends le côté pour des spectateurs qui n'ont jamais lu les comics, partir d'autres choses pour en arriver petit à petit au Mr. Knight badass. Voilà, ça peut... voilà, je le comprends. Donc, on voit d'ailleurs à quel point... on voit l'étendue des pouvoirs de Moon Knight beaucoup plus là. On voit qu'il est entièrement par balle, qu'il en a rien à faire qu'on lui tire dessus. On voit à quel point, quand Chou un peu avant parlait de l'armure de guérison, effectivement, c'est vraiment une armure de guérison. C'est-à-dire il se fait transpercer de tous les côtés, et 2 minutes après, rien du tout. Ça va bien. Donc, ouais, c'est vraiment la version MCU, c'est vraiment un Moon Knight qui a plus de pouvoir que la plupart des versions dans les comics. Là, c'est vraiment la... Alors, pour l'instant, ça a l'air de ne fonctionner que la nuit, ces pouvoirs en tout cas. Ça restera à développer. Mais ouais, c'est un Moon Knight vraiment avec la super force, euh, par balle. On voit que c'est Lune qui l'envoie. Il peut les faire revenir, il peut les rappeler aussi, on le voit faire ça à un moment. Donc, non, ouais, c'est un personnage qui est quand même assez puissant du coup dans le MCU et je trouve ça plutôt cool d'ailleurs. Donc, il y a un moment justement, quand il se réveille, enfin, quand Moon Knight reprend le dessus après que Mr. Knight soit fait empaler, où il est vraiment, ouais, il est transpercé de partout, même la main au sol, et il voit Layla qui va se faire tuer par Anton, et là on voit encore une fois à quel point il tient à elle, où c'est le moment où justement où il se dépasse et où il va se libérer pour aller réussir à la sauver. Donc on voit encore une fois du coup à quel point vraiment il tient encore à elle. Donc voilà, ils prennent le dessus, on retrouve Layla et Marc dans le désert, sauf qu'encore une fois ils n'arrivent pas à lire, ils ont récupéré des bouts du coup de tissu ou papyrus, je ne sais pas, sur lesquels il y a cette carte des étoiles, cette carte stellaire, et ils vont devoir du coup accepter de faire... Marc va devoir faire accepter de faire appel à Steven pour pouvoir déchiffrer ça. Et encore une fois, on voit à quel point, du coup, il y a un truc pareil aussi, Leila Steven. De toute façon, Steven, on en avait parlé, entre autres dans live justement de la semaine dernière, où de toute façon la personnalité de Steven a été créée par rapport à Leila. C'est la personnalité de tout ce qu'aime Leila. Ça veut dire, voilà, poème français, s'intéresse à l'Égypte, déchiffre les hiéroglyphes. On apprend en plus dans cet épisode que l'appartement où Steven a emménagé se trouve en fait à 20 minutes de là où ils habitaient ensemble avant, sachant que dans Londres, 20 minutes, voilà, c'est rien du tout. Donc voilà, c'est vraiment une personnalité qui a été créée pour ça. Et là, on voit dans les manières dont ils se regardent, dont les regards durent justement, il y a vraiment quelque chose entre les deux personnages. Évidemment, Steven va très vite réussir à déchiffrer tout ça. Sauf que le problème, c'est que, donc effectivement, il faut se baser sur les étoiles pour avoir la position de Louchapti d'Amit. Sauf que ça correspond pas au ciel de ce soir-là, ça correspond au ciel d'il y a très longtemps. Heureusement, Khonshu intervient. Et cette scène, elle est vraiment trop cool. Clairement, elle est trop cool. Du coup, c'est Khonshu dit qu'il se rappelle du ciel de ce soir-là, évidemment, vu que c'est le dieu de la lune. Et avec l'aide de Steven, qui devient Mr. Knight, ils vont remonter le temps, mais comme un DJ remonte un vinyle, et donc ils rembobinent
en fait, le ciel, ce que tout le monde voit en plus. Alors, j'ose imaginer que c'est une image du ciel vu de la Terre qui rembobine. Parce que sinon, vous imaginez si vraiment il est en train de faire tourner l'univers entier comme ça, et qu'il y a tout l'univers qui tourne. Donc voilà, j'ose espérer que c'est une image du ciel uniquement qui renvoie. Voilà. Là-dessus, j'accepte qu'il ne faut pas trop se poser de questions parce qu'on s'en fout et que ça rend vraiment super bien. Mais donc voilà, il y a toute cette scène avec ce ciel qui va tourner, il le contrôle jusqu'à arriver au bon moment. Et là, il faut réussir à s'arrêter dessus. Et on voit qu'il galère un peu à réussir à bloquer du coup sur cette partie-là pour que du coup Leila ait le temps de rentrer toutes les coordonnées des constellations et des étoiles pour pouvoir ensuite trianguler tout ça. Mais Khonshu dit bien qu'en faisant ça, il en fera encore une fois les règles et que cette fois, ça, ils vont pas le laisser passer et il sait qu'il va être capturé. Et c'est intéressant d'ailleurs aussi que Khonshu, malgré son côté un peu, comment dire, il a un côté bad guy et en même temps il est prêt du coup à mettre sa liberté en danger pour pouvoir empêcher Amit d'être libéré. Donc quelque part, il est quand même prêt aussi à sacrifier. Alors il demande à Steven de dire à Mark de venir le libérer. Après voilà, rien n'oblige Mark à le faire en fait. Il peut très bien le laisser enfermer. Bon, après, comme je le dis depuis le début, je pense clairement que Amit va être libéré. Ça fait sens narrativement. Qu'il va y avoir besoin d'un travail en équipe entre Mark et Steven, Khonshu, pour réussir à réenfermer Amit à nouveau. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est intéressant ce geste de la part de Khonshu. Du coup, on le voit se réduire en poussière et on voit donc dans la pyramide de Gizeh, parce que oui, j'ai oublié de le dire, du coup l'Énéade se déroule dans la pyramide de Gizeh, ce qui d'ailleurs est un clin d'œil au premier épisode avec la petite fille dans le musée devant cette reproduction qui disait qu'il n'y avait rien dans la pyramide de Gizeh. Et voilà, on a eu la réponse du coup, s'il y a quelque chose. Mais du coup, on est dans cette petite salle et on voit sur un piédestal, du coup, une pierre qui va de manière magique se façonner petit à petit et prendre la forme du Nushapti, de ce qu'on appelle justement le Nushapti, qui sont ces petites statuettes funéraires qu'on met normalement avec les morts dans les tombeaux et qui doivent devenir les servants du décédé dans l'après-vie. Et donc on voit voilà cette forme, cette pierre qui prend petit à petit, qui se façonne, qui prend la forme de la statue de Khonshu. Et donc voilà, il se retrouve enfermé. Et ça rappelle ouais, des pages du run de l'émir avec ces lueurs un peu violettes, ce ciel de fou. Enfin, vraiment, cette scène est splendide. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très classe. Et on retrouve ensuite, du coup, Arthur, euh, encore une fois dans l'Énéade. Et on peut se demander, du coup, si l'avatar qui est avec lui est en lien avec lui et peut-être, du coup, complice de la tentative de libération d'Amit. Et quand il marche, alors j'avais pas fait attention avant si c'était le cas aussi ou pas, mais là on fait vraiment gaffe du coup qu'il y a encore, je pense que c'est fait exprès qu'ils ont appuyé dessus, sur le bruit de verre, du coup toujours dans ses sandales, tout simplement parce que justement il va aller parler. Il demande du coup si Khonshu l'entend depuis cette statue, l'autre lui répond qu'il pense que oui, et donc on en apprend plus et on découvre du coup qu'effectivement ces péchés dont il parlait, dont il veut se libérer, dont il se punit, c'est en fait son temps en tant qu'avatar de Khonshu, et il dit qu'il prenait plaisir à exercer la violence, les envies de violence de Khonshu. Et donc c'est ça la raison qui fait qu'il se punit avec ce verre dans ses chaussures, et qu'il est toujours en pénitence. C'est parce qu'il a apprécié, réellement, tout ce moment-là, et qu'il a aimé infliger la douleur aux autres. Et donc voilà, ça donne encore un aspect intéressant du personnage. Et, et donc voilà pour ce qui se passe pendant l'épisode. Que dire? Je trouve qu'il y a encore plein de bonnes idées au niveau de la réalisation. Très clairement, c'est mon épisode préféré des trois pour l'instant. Je trouve qu'il y a plein de bonnes idées, c'est bien trouvé, c'est bien écrit. La narration, ils arrivent à nous faire suivre du coup Arthur, Leila, Mark, Steven, tout ça, Khonshu. Mais il y a un équilibre entre les personnages. On n'a pas de frustration de l'un par rapport à l'autre. On a toutes les histoires qui avancent, du coup, en parallèle, se croisent. Mais voilà, il n'y a pas un personnage dont on a l'impression qu'il est en retrait. Même que ce soit Mark ou Steven, par exemple,
Je trouve que ça avance sur les 2, on en apprend sur les 2. On a encore pas mal d'interactions entre les 2. Enfin voilà, vraiment, j'ai pas de critique à faire de choses où je trouve qu'ils se sont plantés, qui ont pas été, faites correctement. Alors effectivement, comme me disait Kilias, un des abonnés de la chaîne, on voit pas beaucoup, le côté héros, le côté Moon Knight et c'est vrai, il a raison là-dessus. Mais ça me dérange pas du tout, comme ça le dérangeait pas du tout, lui d'ailleurs comme il m'a dit. Mais, ça me dérange pas dans le sens où ce qu'on me raconte est intéressant. Et on a notre moment, avec Moon Knight, voilà, on a le moment badass et tout ça, mais tout le reste de ce qu'il racontait est super intéressant de toute façon. Et honnêtement, même s'il y avait pas eu Moon Knight, si tout le reste était vraiment intéressant, moi ça m'aurait pas dérangé. Enfin, j'ai pas ce besoin-là tout le temps d'avoir le côté, on va aller se bastonner. Alors c'est cool, hein, et j'ai adoré la scène comme je l'ai dit, et tant mieux, ça rend ça encore mieux. Mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment, je trouve cette série bien écrite, vraiment. Je trouve qu'il y a un joli travail dans le rythme, dans la narration, dans le développement des personnages, dans le développement des éléments du scénario. Voilà, je trouve que c'est bien fait. Donc, moi, pour l'instant, c'est vraiment la série qui me plaît le plus. Alors, on attend de voir la suite, hein. On est à la moitié, il reste 3 épisodes, mais c'est la série sur laquelle j'ai le moins de critiques négatives à faire, de ce qu'on a eu pour l'instant, même s'il y en a d'autres que j'ai beaucoup aimé, hein. WandaVision, j'ai beaucoup aimé, Loki, j'ai beaucoup aimé, même si j'ai aussi justement, voilà, des critiques à faire, négatives dessus. Mais là, Moon Knight, pour l'instant, côté négatif, honnêtement, c'est très limité. Donc, voilà. Écoutez, c'est ce que j'avais à dire pour cet épisode-là. Merci d'avoir suivi jusque-là. De toute façon, on va avoir l'occasion d'en parler dans le live, qu'on va faire très bientôt, ensemble, parce que c'est toujours un plaisir. Je vous remercie d'ailleurs d'être aussi nombreux, pendant les lives. C'est vraiment ouf et c'est vraiment très cool. Et du coup, ça donne des échanges super intéressants. Ça permet de réfléchir ensemble, du coup, à des théories, d'analyser ce qu'on a vu. Enfin, j'adore faire ça avec vous. Donc voilà, il va y en avoir évidemment aussi cette semaine. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas, à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Il y a des vidéos qui sortent très régulièrement, sur la chaîne. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est ce qui aide évidemment le plus une petite chaîne comme la mienne. Et merci d'avoir été là jusque-là. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine à tous, et à très bientôt. Salut!